L'anime commence avec deux amis qui se battent comme une forme d'entraînement. Le plus âgé s'appelle Klaus et est un chevalier renommé, le plus jeune s'appelle Kazel et n'est qu'un apprenti chevalier. Durant cet entraînement, Klaus donne du fil à retordre à Kazel, laissant le garçon par terre après lui avoir mis autant de pression, et cela met fin à l'entraînement. Le combat étant terminé, il est temps de se mettre au travail. Avec son autre ami chevalier Flegg, Kazel partira en patrouille dans la ville d'Orvelia. En marchant, il croise un elfe noir qui finit par passer devant sans rien faire. Malgré leur silence, les habitants de la ville deviennent méfiants, affirmant que ces elfes sont la personnification d'un mauvais présage. Il ordonne donc aux gardes d'agir. Mais on ne peut pas faire grand-chose contre quelqu'un qui n'a rien fait. Flegg essaie de calmer les gens, et pas seulement, mais il demande à Kazel d'aller de l'avant. En s'éloignant de la foule, Kazel rencontre son ami d'enfance Frey, qui est en l'occurrence une prêtresse. Après avoir discuté un peu du passé, la scène se déroule à l'entrée du palais royal, avec Moriam, un homme important du gouvernement de la ville, emmenant avec lui cet elfe noir qui parcourait auparavant les rues de la ville. Évidemment, cela génère une certaine révolte parmi les gardes du château, cependant, Moriam et l'elfe n'en sont pas empêchés. Pendant ce temps, d'autres membres du gouvernement ont évoqué la présence de démons dans une forêt proche du royaume. Leur discussion visait à parvenir à un accord sur le nombre de troupes à envoyer pour enquêter sur cette situation. Après tout, c'est une situation dangereuse. Moriam arrive dans la pièce, emmenant l'elfe noir avec lui. Tout le monde est un peu confus par l'attitude de l'homme et le confronte, se demandant pourquoi il est venu avec ce genre de personnes dans la salle du trône. En réponse, Moriam dit qu'il n'est pas illégal d'y amener un elfe noir, que tout le monde ne puisse pas imposer des règles inexistantes sans le consentement du roi, qui à son tour est malade. De plus, Moriam suggère d'envoyer la troupe de cet elfe, composée de mercenaires, enquêter sur la situation à la place des troupes du royaume, minimisant ainsi les pertes du royaume. La méfiance de tous est trop grande, c'est pourquoi le chancelier et le reste du personnel sont en désaccord avec cette alternative, affirmant qu'ils défendront eux-mêmes cette nation. N'ayant pas le choix, Moriam se retire avec l'elfe. Plus tard dans la journée, nous voyons Kazel avec un groupe de personnes en train de dîner dans une taverne. Kazel ajoute immédiatement une araignée frite au dîner, tandis que les autres mangent quelque chose de moins cru. Pendant qu'il parlait, Klaus annonça à tout le monde qu'il partait en mission pour enquêter sur la situation concernant les démons dans une forêt. En entendant cela, Kazel s'inquiète, d'autant plus que Grand et Flegg partent ensemble pour cette mission, soit deux sources d'anxiété supplémentaires pour notre ami. Ils n'ont d'autre choix que de partir, et en réalité ils sont plutôt insouciants. Le lendemain, les gars partent tôt le matin. Kazel continue son entraînement jour après jour, en attendant le retour du groupe de son partenaire. Il ne savait pas que, pendant ce temps, Klaus et ses amis étaient pris en embuscade par plusieurs squelettes, ce qui entraîne la mort d'une grande partie du groupe de recherche, dont Flegg. Pour tenter de sauver un peu la situation, Klaus renvoie Grand dans la ville d'Orvelia pour signaler la catastrophe. Bien qu'il soit blessé, Grand obéit à l'ordre du mieux qu'il peut. Arrivé au royaume tout foiré, mais parvenant à peine à transmettre son rapport. Maintenant que tout le monde sait que la situation est critique, Moriam suggère une fois de plus au conseil d'utiliser les Black Types, qui dans ce cas sont le groupe de mercenaires de cet elfe noir. Les gens là-bas sont encore très opposés à cette idée, mais ils finissent par être convaincus. De l'autre côté de l'écran, Kazel est réticent à accepter la mort de ses amis, notamment Klaus. Il vérifiera donc lui-même la situation. Comme cela ne semble pas être une bonne idée, la prêtresse Frey essaie de l'empêcher de faire cette bêtise. Mais lorsqu'elle voit la détermination du garçon, elle décide de l'accompagner et de l'aider à atteindre son objectif. En réponse, Kazel dit évidemment qu'il ne veut pas emmener son ami, car elle pourrait se blesser. Cependant, Frey insiste pour continuer, tout comme il a insisté. Bientôt, ils finissent par partir ensemble. Arrivé à l'endroit où s'est déroulé le combat contre les Otakus, je veux dire les squelettes, ils voient le tas de corps. Frey s'agenouille pour prier pour ceux qui y sont morts. Kazel commence à analyser la scène pour tenter de retrouver Klaus. Il finit même par retrouver son bouclier, mais aucun signe de l'homme. Kazel décide donc d'avancer, mais il est entouré d'une bande de démons. Lui et Frey résistent même un moment et créent une ouverture pour s'échapper. Mais une sorcière inconnue semble jouer un peu avec eux. Sous pression, les deux se retrouvent contre le mur. Après tout, cette petite sorcière tentatrice est très forte. Alors, à côté des démons, c'est là que les choses se compliquent vraiment. Sans issue et avec une mort semblant certaine, tous deux sont sauvés par le groupe des elfes noirs. La sorcière, en revanche, n'est pas intéressée à combattre avec ce groupe, alors elle fuit rapidement le champ de bataille. Après cela, Kazel remercie Rarier, qui dans ce cas est le chef du groupe obscur, de l'avoir sauvé ainsi que Frey. Rarier dit qu'il n'a aucune raison d'être reconnaissant, car ils se sont débarrassés des démons uniquement grâce à un ordre d'en haut. Ces elfes sont sympas, n'est-ce pas? Après leur départ, Frey soigne les blessures de sa petite amie qui, d'ailleurs, souhaite toujours continuer les recherches. Pendant ce temps, une sorcière et son garde du corps apparaissent devant les deux. Étant Cléo et Roi, ils semblent tous les deux amicaux, nos personnages principaux finissent par écouter ce que ces deux-là ont à dire. Cléo demande aux deux de les suivre. Même s'ils semblent amicaux, ces deux-là restent des étrangers, donc il y a cette insécurité fondamentale. Mais nos personnages principaux n'ont pas grand-chose vers quoi s'enfuir. Ils suivent le chemin avec ces deux-là jusqu'à ce qu'ils n'arrivent à rien, laissant les blagues de côté. Lors d'une conversation là-bas, Cléo explique qu'un certain Dominix les a appelés. En entendant ce nom, Frey et Kazel se souviennent immédiatement d'un sorcier qui leur a rendu visite à l'orphelinat où ils ont grandi. Fondamentalement, ce Dominix, maintenant, se trouve actuellement dans la tour du sage, qui dans ce cas est une île flottante où seuls les élus peuvent entrer. Selon Cléo, elle fait partie de ces élus, cela dit, elle s'y rend et utilise une grande magie pour les emmener au pied de l'île. Pendant qu'ils marchaient, Cléo dit qu'il y a un homme appelé le Grand Sage qui ne vieillit jamais. Non seulement cela, mais ce Grand Sage forme également la plupart des érudits et sorciers de cette île. Après qu'elle ait dit tout cela, nous avons découvert que le Grand Sage est
est en réalité Dominix. Par conséquent, comme le gars est un peu discret, personne ne connaît sa véritable identité. Devant nos personnages principaux, Dominix dit qu'il veut montrer à Kazel et Frey une certaine personne. Il les emmène dans une aile médicale de ses quartiers. Il y avait Klaus, grièvement blessé, mais qui ne risquait pas de perdre la vie. Klaus a fini par être le seul survivant de ce désastre en dehors de Grand. Au réveil, le chevalier discute un peu avec ses amis d'enfance. Cependant, Dominix leur dit de laisser le gars se reposer. Il leur permet même de rester 1 heure dans la tour du sage. Pendant la nuit, Frey aperçoit Kazel depuis la fenêtre de sa chambre et s'y rend pour lui parler. Elle trouve que Kazel est frustré car il croit qu'il était plus fort, il aurait pu aider Klaus et ses compagnons. Pour aggraver les choses, la mère du gars est morte en le défendant contre les démons, tout comme ses amis, alors il se reproche beaucoup de ne pas pouvoir les protéger. Puis, la scène se coupe quelques jours plus tard, avec Rie, à côté de Moriam, apportant une tête de démon comme preuve de l'accomplissement de leur mission. La réaction du personnel du château fut perplexe, mais à la fin ils remercièrent les elfes noirs d'avoir accompli la mission. Plus tard dans la même journée, Moriam et Rie célèbrent la fête en buvant un peu de vin au degré. À ce moment-là, le noble révèle son projet de prendre le poste de chancelier à l'un des hommes du gouvernement. À cette fin, l'elfe noir Rie constitue un élément fondamental de ses plans. Cependant, ce que Moriam ne sait pas, c'est que l'elfe lui-même a secrètement l'intention de dominer Orvelia et de se venger de tous les habitants de ce royaume. Au début du prochain épisode, on voit tous les membres de Ponta Negra rassemblés dans une maison de la ville d'Orvelia. Tam, un très jeune elfe noir, apporte le petit déjeuner pour tout le monde et commence à parler des difficultés qu'il a fallu pour apporter la nourriture, car il se méfie beaucoup d'eux dans cette ville. De plus, le Tam mentionne qu'il y a 100 ans, lorsque le roi Kyle était au pouvoir, les elfes noirs parcouraient librement la ville d'Orvelia. Poursuivant le sujet, les autres présents ajoutent qu'un elfe noir appelé Ilia est responsable de tout cela. Ensuite, la scène passe à Kazel et Frey ayant une conversation sérieuse avec Dominix. D'après Dominix, le père de Kazel est le roi Kyle. En entendant cela, tout le monde dit que cela semble impossible. Après tout, ce roi est mort il y a 100 ans. Puis Dominix, qui vit depuis quelques centaines d'années, commence à expliquer la situation dans son intégralité. Il y a de nombreuses années, quand Kyle n'était qu'un prince, il aspirait à devenir un roi qui protégerait son peuple et le rendrait heureux. Pour réaliser ce qu'il veut, il a étudié et s'est entraîné dur. Un jour, Kyle a rencontré une femme avec qui il partageait les mêmes rêves. Elle s'appelait Arlette et elle est devenue la mère de Kazel. Les deux étaient très heureux ensemble, mais furent contraints de se séparer sous la pression du roi et d'autres nobles, car la relation de Kyle rendait difficile l'organisation d'un mariage politique. Mais les malheurs ne s'arrêtent pas là. À un moment donné, plusieurs démons ont commencé à envahir ce monde et à attaquer des villes et des villages. À l'époque, Kyle et son armée éliminèrent les démons à plusieurs reprises. Cependant, au même moment, le roi d'Orvelia mourut, ce qui conduisit le prince à accéder au trône. Alors que les démons devenaient un gros problème, le roi Kyle rencontra le chef des elfes et le chef des orques. Former une alliance pour maîtriser ensemble les forces des démons. L'avantage numérique de l'ennemi était très fort, ce qui a laissé le roi Kyle grièvement blessé sur le champ de bataille. Pour se rétablir, il se réfugie dans un refuge, et dans ce refuge il rencontre Arlette par hasard. À ce moment-là, elle était déjà enceinte de Kazel. En recevant cette nouvelle, Kyle a décidé qu'il protégerait ce monde à tout prix. Comme pour répondre à son souhait, Lua, la déesse de la lumière, apparut devant lui et lui remit l'épée sacrée Aya. Cette épée serait utilisée pour combattre le seigneur des ténèbres Angmin et sauver le monde. Sur ce, tout le monde se bat aux côtés du roi Kyle pour combattre le mal des ténèbres. Malduc, un sorcier au service de la République de Grey, invoqua le seigneur des ténèbres en utilisant une magie interdite qui ouvrit une fissure dimensionnelle. À court d'options, le roi Kyle et ses compagnons se sont battus courageusement pour exterminer ce mal. Pendant ce temps, la demi-sœur de Kyle, Ilia, qui dans ce cas est un elfe noir, menait des recherches liées à la technomagie pour tenter d'aider Kyle. Grâce à ces recherches, elle réussit à trouver un moyen de recréer l'épée sacrée Aya, mais en route pour rencontrer son frère, elle fut tuée par des démons. Le roi Kyle, après avoir terminé Angmin, disparut sans laisser aucune trace. La seule chose qui resta fut donc l'épée sacrée, qui à son tour fut scellée par les compagnons du roi Kyle. Au même moment, Ilia, bien que mort, fut jugé pour blasphème contre la déesse de la lumière, ce qui entraîna la persécution de plusieurs elfes noirs parce qu'ils étaient de la même race qu'elle. Estimant que seuls ceux qui avaient le sang du roi Kyle pouvaient manier l'épée sacrée, les supérieurs de l'époque décidèrent de plonger Arlette dans un profond sommeil jusqu'au moment où le seigneur des ténèbres serait sur le point de revenir. Après 100 longues années de repos, Arlette se réveille et donne naissance à Kazel, l'héritier du sang de Kyle. Le village où elle vivait ayant été attaqué par des démons, la femme mourut et l'enfant fut envoyé dans un orphelinat. Comme Dominix est l'un des rares à connaître toute l'histoire, il gardait toujours un œil sur le mulet. Avec la menace des démons et la probable résurrection d'Angmin, c'est à Kazel de prendre possession de l'épée sacrée. Pour ce faire, Kazel doit retirer son sceau, alors Dominix appelle, disant à notre protagoniste d'aller rencontrer Lorraine, qui dans ce cas est l'une des alliées du roi Kyle dans la guerre contre les démons. Comme Dominix ne peut pas simplement quitter la tour du sage pour le moment, il envoie Cléo et Roi pour aider Kazel dans son voyage. Après avoir tout communiqué à son ami Klaus, qui ne peut visiblement pas y aller non plus, le petit groupe de Kazel part pour la forêt des elfes. Poursuivant leur voyage, Kazel et ses amis arrivent à l'entrée de la forêt d'Elidora où vivent les elfes. Ils sont attaqués par une horde de démons dont Roi a géré la majeure partie seul, mais comme ils sont nombreux, un elfe apparaît pour leur apporter un peu d'aide. Après le combat rapide, l'elfe dit qu'elle est là pour guider Kazel. Le problème est que la fille n'a rien dit d'autre, elle ne s'est pas présentée ni même dit bonjour, elle leur a juste demandé de la suivre. Comme ils n'ont pas beaucoup de choix, les gens suivent simplement l'elfe dans l'espoir qu'elle soit une bonne personne, l'homme célèbre le donne à Dieu.
En s'enfonçant dans la forêt, ils se rendent compte que l'endroit est assez sombre, tout le monde voit même une grosse créature passer juste devant leurs yeux. Comme il s'agissait d'un tréant, un type paisible de monstres arboricoles, ils suivirent leur chemin sans aucun problème. Plus tard, alors qu'il harcèle l'elfe pour obtenir plus d'informations, elle cède et dit qu'elle s'appelle Séléné et qu'elle est venue les guider sur ordre de son maître Lorraine. Alors qu'ils avancent un peu, des voix sombres résonnent disant aux humains de s'enfuir, affirmant vouloir protéger leur princesse. Quand les voix disent princesse, elles font référence à Sélène, même Sélène elle-même n'aime pas que les humains entrent dans leur maison. Voyant qu'ils ne sont pas les bienvenus, Cléo commence à se plaindre, mais Kazel la retient. Après tout, ce sont eux les étrangers ici et ils ont besoin de l'épée sacrée. Laissant le combat pour une autre fois, les humains incompétents finissent par se perdre et emprunter le mauvais chemin, ce qui les mène au mauvais endroit. Cela n'est arrivé qu'à cause de ces voix mystérieuses d'avant, qui en plus de les faire disparaître, fermaient également le chemin vers la forêt. Heureusement, un petit tran apparaît pour les guider avec la plus grande bienveillance du monde. Comme il est bien plus sympathique qu'une certaine Sélène. Il ramène les 4 là où se trouve la princesse, et là, elle révèle qu'elle s'appelle Nesha. Mais maintenant Cléo a déjà nommé le petit gars Chibi, donc pour les humains, son nom est devenu Chibi. Désormais, le soir, Chibi est devenu un membre à part entière de la fête et après le dîner, lorsque Sélène fait une pause, les gens commencent à discuter. Mais soudain, un bruit de tonnerre résonne au milieu de la forêt. Sélène revient rapidement vers le groupe, qui se dirige rapidement dans la direction d'où vient le bruit. Quand ils arrivent, ils voient un démon végétal renverser un énorme tréant au pied du mur. À ce moment, Chibi, pour venger son prochain, attaque courageusement l'ennemi, mais il est capturé dans le processus. Tout le monde est très inquiet, bien qu'ils aient rencontré Chibi ce jour-là, ils risquent déjà leur vie pour le sauver. Mais malgré tous les efforts collectifs, Chibi meurt, transpercé par plusieurs épines de ce démon. Voyant cela, Kazel devient fou de rage et achève la créature avec une série d'épées, sans s'arrêter même lorsque la créature est déjà tombée morte. Sélène, voyant toute la scène, fait de son mieux pour le faire arrêter, disant que Kazel en a déjà fait assez pour le petit. Finalement, notre héros reste là, à genoux, se lamentant d'être si faible. Peu de temps après, Lorraine surgit de nulle part pour récupérer les gens. Elle remercie d'abord tout le monde d'avoir vaincu le démon, même si le petit tréant est mort, cela fait juste partie du cycle de la vie. Tout le monde était très déprimé et il semblait que ses paroles ne valaient rien. Il passe au sujet principal, qui est de défaire le sceau de la Sainte Épée. Que Lorraine ne va pas défaire le sceau maintenant, avant cela elle veut savoir si Kazel est digne du pouvoir de l'épée. Comme il est déjà tard, tout le monde va se reposer chez Maître Lorraine. Tout d'abord, Frey demande que ce qui reste du petit Chibi soit enterré dans son endroit préféré. Répondant à la demande, Séléné les emmène à l'endroit où ils jouaient. Il creuse un trou et l'enterre après avoir dit quelques belles paroles. Le même jour, on voit Séléné parler de Kazel à son maître. Cette Lorraine demande si la princesse le considère digne d'acquérir le pouvoir de l'épée sacrée. Comme Sélène n'en est pas sûre, la réponse est pour un autre jour. En réfléchissant à cela, Sélène décide de se promener à travers la forêt, ce qui la met face à face avec Kazel, qui avait l'air triste devant la tombe de Chibi. Comme pour répondre aux paroles de Kazel, une petite plante pousse du sol juste devant lui. Séléné dit que c'est une pousse de tréant. Quand l'un demeure, il revient à la vie de cette façon, mais cela n'arrive généralement pas si vite. Selon Sélène, cela semble être une façon pour Chibi de remonter le moral de ses amis. Après une nuit de repos, Lorraine rassemble à nouveau tout le monde. Elle demande le verdict de Séléné sur Kazel brandissant l'épée sacrée. Sélène dit que malgré sa conviction que les humains sont d'horribles créatures, entre-temps avec Kazel et les autres, elle a vu une autre facette d'eux. Pour cette raison et d'autres, elle considère Kazel digne de brandir l'épée sacrée. En réponse, Lorraine fait confiance à la décision de son compagnon elfe et défait l'un des sceaux de l'art. Rien ne semble changer, mais au moins un verrou a été défait. Il en manque maintenant 2 autres, chacun représenté par un compagnon différent du roi Kai. La prochaine fois, ils décident d'aller voir le chef des Or Ayatollah, mais c'est un endroit très loin. Avant leur départ, un démon apparaît dans la forêt d'Elidora. Cela semble être la même chose qu'avant, d'une manière ou d'une autre, ce salaud a réussi à rester en vie. Mais cette fois l'animal n'a même aucune chance, Kazel met le paquet et termine la bataille d'un coup bien placé. Apparemment, l'homme est devenu beaucoup plus fort après qu'un seul sceau ait été défait. Quoi qu'il en soit, maintenant que le chaos est exterminé, le groupe d'humains se dit au revoir et continue son voyage. Cependant, en quittant la forêt, ils croisent bientôt la sorcière noire qui leur dit qu'elle veut jouer un peu. Pendant qu'ils se battent, la sorcière sent le pouvoir de l'épée sacrée traverser Kazel. Mais selon elle, seul Kyle devrait pouvoir faire ça. Cléo, aussi bavarde soit-elle, crie fort en disant que notre protagoniste est le fils du roi Kyle, il est donc évident qu'il pourrait utiliser l'épée sacrée. En entendant la jeune fille, la sorcière fait une grimace inquiète. Il demande si Kazel serait victime de la malédiction de la lune et deviendrait une marionnette pour la déesse de la lumière comme son père. Après avoir dit ces choses, la sorcière, sans clarifier les choses qu'elle a dites à nos personnages principaux. La vie continue, c'est vrai, maintenant, nos personnages principaux ont un long chemin à parcourir jusqu'à ce qu'ils atteignent le chef des Ors sur la montagne d'Ogria. Cet endroit est assez éloigné, il est donc normal que vous traversiez certaines villes ou villages en cours de route. Cléo est très excitée d'arriver à l'un d'eux et accélère le pas. Quand ils sont arrivés, la fille était peut-être un peu trop excitée et a dépensé presque tout l'argent qu'elle avait en choses inutiles, ne laissant plus rien pour dormir dans une auberge. De cette façon, ils devraient camper quelque part en dehors de la ville comme ils l'ont fait plusieurs fois auparavant. Mais Cléo ne veut pas ça, alors elle vole partout en utilisant son équipe pour trouver n'importe quel travail. Incroyablement, vous finissez par en trouver un, même si ce n'est pas la chose la plus aventureuse au monde. Ils dirigeront un restaurant, prépareront à manger et serviront les clients en échange d'une chambre et d'argent. À part Kazel, qui est dehors en train de couper du bois. Tout en coupant une bûche à la fois, Kazel se demande ce que la sorcière voulait dire par ces mots. Après tout, il n'est
pas possible que l'épée sacrée de votre père soit une sorte de malédiction. Pendant ce temps, Cléo cuisine tranquillement à l'intérieur du restaurant jusqu'à ce qu'elle utilise la magie pour allumer une cheminée dans l'établissement. Les autres personnes présentes sont impressionnées et lui demandent d'en faire plus, et c'est ce que fait la petite sorcière, mais elle finit par en faire trop et provoque un énorme tapage. Cela conduit tout le monde à être expulsé de la maison et à devoir dormir au milieu d'une place de la ville. Cléo se sent évidemment coupable, mais personne ne lui en veut. Le lendemain matin, Fred trouve une lettre de Roi disant qu'il est allé y gagner de l'argent. Le fou vient de disparaître, puis Cléo apparaît en disant qu'elle a trouvé un autre travail dans un autre restaurant. Aucune idée de l'endroit où Roi est allé. Les trois décident de partir seuls, devant parcourir un long chemin pour arriver sur place. Là, ils sont accueillis par Madame Wolf, qui dit à tout le monde d'aller travailler, surtout Cléo, puisque la jeune fille est une sorcière. Après avoir laissé tout le monde en poussière, Madame propose un bain puis prépare un petit dîner. Comme l'endroit est assez éloigné, presque personne ne vient, donc ce n'est pas trop compliqué. En plus, tout est préparé au charbon de bois, ce qui fait que ça prend beaucoup de temps. Cléo propose d'utiliser sa magie du feu pour accélérer le processus, mais la dame refuse catégoriquement, affirmant que ce même type de magie a entraîné la mort de ses amis et de sa famille, en plus de détruire le village qui se trouvait autour de son restaurant. Issue d'une série d'erreurs liées à la magie et à d'autres choses, Cléo est très découragée et réfléchit, l'emmenant hors de l'établissement. Pendant qu'elle reste dans son coin, une légion de démons squelettes vient l'attaquer. Les gens à l'intérieur du restaurant voient ce qui se passe, alors qu'Azel part aider son ami et Frey reste aux côtés de Madame pour la protéger. À la fin, le général se retrouve dehors entouré de démons. Cléo, malgré cela, hésite à utiliser sa magie du feu dans cet endroit. Après tout, c'est quelque chose de traumatisant pour Madame Wolf. En réalisant la situation, la dame dit à la sorcière qu'il est normal d'utiliser la magie, car il vaut mieux défendre ce qui est encore là que de s'accrocher au passé. Par conséquent, sans aucune crainte, Cléo utilise la méga magie du feu et extermine tous les squelettes d'un coup. Quand tout se termine enfin, la sorcière fait un gros câlin à Madame Wolf. De plus, Roi trouve sa générale le lendemain. Cléo se plaint même à lui, mais le gars a gagné beaucoup d'argent pendant la période où il a disparu. Après avoir dit au revoir à Madame Wolf, nos héros se dirigent vers la montagne d'Ogria. Dans l'épisode suivant, on commence par voir Ponta Negra détruire plusieurs démons. Lorsqu'ils auront fini, Rie, seul, rapportera le résultat de la mission aux autres, plus précisément à Moriam. En réponse, Moriam dit simplement que le chancelier Bell a des choses à discuter avec lui. Alors qu'il se dirigeait vers l'endroit où se trouvait Bell, Rie surprend une conversation entre le chancelier et deux autres personnes, l'une étant un astrologue qui relaie le message des étoiles. Dire que lorsque le soleil nocturne, qui dans ce cas est une étoile rouge dans le ciel, traversera la lune, la terreur engloutira ce monde. Fondamentalement, cela signifie que le seigneur démon revient. Une fois la conversation terminée, Rie apparaît devant eux. Bell, en le voyant, dit qu'il veut le présenter au commandant suprême des chevaliers, qui se trouve également être la princesse du royaume et l'une des personnes avec qui il parlait tout à l'heure. Son nom est Scarlett et elle souhaite que les habitants de Ponta Negra s'associent aux chevaliers. Compte tenu de son objectif, Rie ne voit aucun problème à accéder. En annonçant la nouvelle à ses compagnons, il demande à chacun d'éviter de causer des problèmes, car il se trouve à un moment critique pour réaliser leur plan. Le lendemain matin, Rie se rend à une réunion avec les chevaliers. La plupart des gens acceptent sa présence, à l'exception d'un certain Viero, qui ne cesse de dire des bêtises. Cependant, en plus du sermon du capitaine, Rie lui-même lui donne une leçon de morale en utilisant uniquement des mots, ce qui indigne visiblement l'homme. Plus tard, il essaie de se plaindre à son père, qui fait partie des dirigeants de la nation d'Orvelia, et aux autres personnes présentes là-bas. Bien qu'ils n'aiment pas tous l'idée, ils admettent que les elfes noirs sont très utiles, disant à l'enfant d'attendre que les démons partent, que les elfes partiraient peu de temps après. Peu de temps après, la scène passe à deux elfes noirs, l'un d'eux a oublié d'acheter de la cachaça pour plus tard et a laissé l'autre finir seul le reste des courses. Celui qui a continué les courses s'appelle Tam, il se dirige vers la boulangerie et demande du pain. Le boulanger, sachant que les elfes noirs protègent la ville des mauvaises créatures, s'y rend et insiste pour que Tam prenne du pain gratuitement. Être traité ainsi a rendu le garçon un peu confus quant à la situation, mais comme l'a également insisté l'assistant boulanger. Tam a fini par rendre le sac de pain et est immédiatement parti vers leur cachette. En chemin, il croise des gens méchants qui veulent que ces elfes noirs quittent la ville. Comme il ne peut pas causer de problème, le Tam décide de ne pas tirer son épée. Cependant, en se défendant, le garçon chancelle et tombe droit au sol, laissant son ami Cachacero le sauver. Ce qui était plutôt bien pour le gars, sauf que Tam finit par s'évanouir par terre à cause d'une forte fièvre, alors le gars a décidé de ne pas poursuivre les canailles qui l'ont attaqué. À ce moment-là, l'aide boulanger a trouvé le garçon tombé et lui a proposé de l'aider, disant même qu'elle appellerait un médecin. Le Cachacero a emmené Tam, après tout, il ne semble pas y avoir d'endroit où les elfes noirs puissent rester dans cette ville. En arrivant à la cachette, le personnel traite Tam du mieux qu'il peut et le met au repos. Plus tard, après avoir parlé à Moria, Rie trouve des preuves prouvant l'implication de Ziero dans l'attaque de son ami. Déjà très en colère contre ce type, Rie sort en pleine nuit pour lui donner une leçon. Avec sa sœur Ripine, l'elfe noir arrête la voiture du noble au milieu de la nuit, ce qui oblige Ziero à sortir du véhicule pour enquêter sur la situation. À ce moment-là, Rie menace tellement l'enfant que même son père semble lui demander pardon. Bien qu'il ait failli tuer Ziero, comme le gars a déjà une peur bleue, Rie évite le problème et le laisse vivre. Après tout, même un idiot comme ce noble ne recommencerait pas une atrocité après avoir été menacé de mort. De retour chez eux, Rie et Ripine racontent tout ce qu'ils ont fait à Tam. En découvrant tout, Tam est triste qu'il y ait tant de mauvais humains parmi d'autres si bons, mais au final, il est heureux que ces idiots aient reçu une leçon. Dans l'épisode suivant, nous revoyons nos protagonistes
protagonistes suivre leur aventure. Chemin faisant, ils se retrouvent nez à nez avec un enfant qui ne prononce pas un seul mot. En suivant la jeune fille, le groupe arrive dans un petit village où de nombreuses personnes se sont réfugiées à cause des attaques de démons. Pour cette raison, les réfugiés et les villageois ont beaucoup à faire. Pour aider, les 4 s'offrent comme main d'œuvre, ce qui rend le maire de ce village très reconnaissant. Frey, par exemple, est chargé de s'occuper des enfants. En faisant cela, elle voit la même fille timide d'avant. Ensuite, les autres enfants disent qu'elle s'appelle Elise. Et ils n'ont même jamais entendu la petite fille parler et ne savent même pas où sont ses parents. En pensant à cette petite fille, Frey demande à ses amis d'y passer la nuit ce soir, mais ne leur dit pas pourquoi. Ils sont un peu réticents car leur temps est compté, mais ils finissent par céder à son désir. Pendant son séjour, Frey fait de son mieux pour qu'Elise se sente aimée et heureuse. À un moment donné, elle réussit et ensemble, les deux préparent même des biscuits pour tout le monde. Le lendemain, Frey commence à se préparer à partir. Dans ce cas, le maire lui demande même de rester, mais ce n'est pas possible. Avant de partir, Elise appelle Frey pour la suivre jusqu'à un endroit. Là, la prêtresse rencontre une petite maison et une pelle. En entrant dans les lieux après la jeune fille, Frey est piégé à l'intérieur de la petite maison par Elise, qui ne veut pas du tout la voir partir. Puisque Frey Como ne peut pas sortir, le seul moyen est d'attendre. Cela fonctionne grâce à Kazel qui part bientôt à la recherche de son partenaire. En cherchant, il croisa Elise, recroquevillée dans un coin. Kazel demande si elle sait où est Frey. Regrettant ce qu'elle a fait, la petite fille lui montre le chemin. Cependant, en arrivant à la porte de l'entrepôt, un énorme démon vert de terre apparaît sous le sol. Kazel se bat pour protéger la fille par tous les moyens possibles. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un autre démon du même type submergé, mais Frey savait. À l'aide d'une hache, la prêtresse trouve un moyen d'enfoncer la porte et arrive juste à temps pour aider Kazel dans le combat. Avec son aide, les démons sont rapidement tués et Elise parvient à s'excuser auprès de Frey. Peu de temps après, ils alertent le chef du village de la mort des démons, disent au revoir au personnel, notamment à Elise, et partent en voyage. En marchant jusqu'au crépuscule, ils trouvent un village abandonné, probablement à cause des attaques de démons. Kazel aperçoit un villageois et s'approche pour lui parler, mais à mesure qu'il se rapproche, il se rend compte que l'homme était en réalité un mort-vivant. Effrayé, le prota s'éloigne, Roi détruit le monstre, mais beaucoup apparaissent. Cléo aperçoit un signal lumineux venant d'une maison au loin et dit à tout le monde. Alors, tout le monde court désespérément vers le refuge, trouvant un homme d'âge moyen encore humain en entrant. Son nom est Johan, il explique que les morts-vivants sont réactifs au bruit et au son fort, ils sont donc censés rester silencieux pendant le temps qu'ils restent là. Kazel ne perd pas de temps et demande qui sont ces gens. Johan explique que des démons ont attaqué ce village et que, même si de nombreuses personnes ont réussi à s'échapper, de nombreuses autres ont été tuées ou n'ont pas pu s'échapper. Peu après le massacre, les démons sont partis, emmenant avec eux les villageois morts. Au fil du temps, ces villageois tués sont revenus comme morts-vivants, attaquant ceux qui étaient autrefois leurs amis ou leur famille. Johan était le seul survivant. Au cours de la conversation, voyant quelque chose qui lui rappelle la fille, Frey mentionne le nom d'Elise de nulle part. En entendant ce nom, Johan est ravi, disant que c'était le nom de sa fille et demandant si la fille est toujours en vie. Frey répond affirmativement en disant qu'Elise est dans le village voisin et que l'homme devrait aller la voir. Malgré son soulagement en apprenant cette information, Johan dit qu'il ne peut toujours pas quitter cet endroit. Personne n'insiste beaucoup sur ses raisons, si l'idiot veut rester là, c'est son problème. Quoi qu'il en soit, Johan leur dit de passer la nuit et que le matin, il pourra leur montrer le chemin s'il le souhaite. Les gens acceptent l'offre, il vaut mieux voyager de jour que de nuit après tout. Tard dans la nuit, alors qu'il dort, Kazel entend des bruits étranges, alors il se lève pour voir ce qui se passe. Alors que vous suivez la source du bruit, vous voyez Johan et une morte vivante parler. La femme est ligotée et ne répond que par des grognements. Johan l'appelle Lisa. Kazel se sent un peu mal à propos de la scène et s'enfuit en douce. Lorsqu'il revient dans la chambre, Roi s'interroge sur la raison de la promenade nocturne de son partenaire. Kazel explique alors toute la situation, ce qui amène tout le monde à aller affronter Johan alors qu'il quitte le sous-sol. Au cours de la conversation, il apparaît clairement que Johan est complètement fou, avec l'espoir que sa femme puisse un jour redevenir telle qu'elle était. Gérald l'interrompt en lui disant qu'une personne décédée ne peut pas revenir à la vie et que l'homme devrait aller rejoindre sa fille au lieu de tenter quelque chose d'improductif. Malgré cela, Johan espère toujours que sa bien-aimée revienne, même s'il est maintenant un peu sous le choc. Tout le monde se rend au sous-sol où se trouve Lisa, car il n'y a aucun moyen de la sauver. Roi suggère de mettre fin à ses jours. Johan ne le permet cependant pas. Le problème est que dans tout ce jeu, les gens ont fait beaucoup de bruit, ce qui a attiré de nombreux morts-vivants. Tout le monde, sauf Johan, quitte le sous-sol pour combattre ces monstres, ce qui finit par être un défi. Avec ce seul temps, après tant de réflexion, Johan se rend compte que le monstre attaché au mur n'est pas sa femme et met rapidement un terme à sa non-vie. Tôt le matin, apparemment avec tous les morts-vivants exterminés, l'homme quitte ce village en ruine et retrouve sa fille Elise. L'épisode suivant commence avec les pointes noires acclamées par le peuple pour avoir toujours protégé le royaume. Tam est heureux et idiot, mais le reste des elfes noirs détestent les Orliviens du fond du cœur. Au fur et à mesure du déroulement, Tam, en voyant la boulangerie où il allait auparavant acheter du pain, dit à ses compagnons qu'il va faire une pause et demande au boulanger où se trouve cette fille qui a essayé de l'aider auparavant. Le boulanger répond que la fille travaille dans une confiserie à proximité, alors le garçon elfe s'y rend, mais il est trop gêné pour y entrer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, deux enfants donnent ce petit coup de pouce et parlent de l'elfe noir à la fille à l'intérieur. De cette situation, les deux se rencontrent à la fin du travail de la fille. La fille dit qu'elle s'appelle Sheila et demande pourquoi le garçon est venu la voir. Tam lui tend un mouchoir qu'elle avait utilisé plus tôt pour panser son bras blessé. C'est plutôt une excuse pour voir la fille. Quoi qu'il en soit, Sheila est heureuse et dit qu'elle veut le remercier d'avoir toujours combattu les démons et protégé la ville, alors elle préparera et apportera une collation la prochaine
prochaine fois qu'ils se verront. Lorsqu'il rentre chez lui, les gens lui demandent ce qu'il a fait, mais le sujet est vite détourné. Le lendemain, le couple s'est retrouvé. Sheila a préparé des gâteaux et les a partagés avec Tam. Il s'étonne, disant qu'il n'a jamais mangé de gâteau de sa vie. Sheila est surprise, après tout, on en mange normalement lors des anniversaires. Quoi qu'il en soit, avant de manger, Tam demande si c'est acceptable que la fille soit vue avec lui, étant donné tout le désordre avec les elfes noirs et autres. Pour Sheila, ça n'a pas d'importance. Maintenant sans souci, le garçon tombe dans le cupcake. Il ne savait pas qu'il était surveillé par l'un de ses compagnons. Plus tard dans la nuit, en arrivant chez lui, Tam se demande où il a été toute la journée. Il essaie même de lui donner un coup de pied, mais finit par lui donner un coup de poing au visage. Pour ses compagnons, cela pourrait être un signe possible de trahison, surtout dans un moment aussi important que celui-ci. Rie arrive pour voir ce qui se passe et découvre bientôt tout. Il pardonne au garçon et décide de lui faire confiance, mais dit que c'était imprudent de la part du garçon de faire cela. Tam comprend la situation et sort la tête baissée pour réfléchir un peu. Ripin le suit pour lui dire que c'est un idiot. Il s'avère que Tam aimait recevoir les éloges des gens, après tout il n'en avait jamais reçu auparavant, en plus que vivre uniquement pour se venger est quelque chose sur lequel le garçon commence à se remettre en question. Il demande même si Ripin veut vraiment ça pour la suite de sa vie. La femme est dévouée à son frère, déterminée à réaliser son désir de diriger et de se venger de la nation d'Orvelia. Rie l'a toujours protégée, même après que leurs parents aient été tués par les Orliviens. Depuis lors Ripin veut aider son frère autant qu'elle le peut. Elle ne sait pas à quoi ressemble Sheila, mais elle est toujours une Orlivienne, alors elle demande si Tam pense vraiment qu'il peut pardonner à ces gens du fond du cœur. Le lendemain, lorsqu'il retrouve Sheila, Tam lui offre des fleurs en guise de remerciement pour le gâteau d'avant. Cependant, le monde n'est pas que des fleurs. Tam commence à parler de tout ce qui s'est passé quand il était encore enfant, sur la façon dont les soldats Orliviens ont injustement tué ses parents et ses frères, et tout cela le jour de son anniversaire. D'une manière ou d'une autre, Tam a réussi à s'échapper. Cependant, malgré la petite histoire, ce que le garçon veut vraiment dire en ce moment, c'est qu'il y a une barrière invisible entre Sheila et lui. Après avoir terminé le monologue, Tam dit un dernier au revoir à Sheila, disant qu'il va changer ce monde. Pendant ce temps, Malduc, le méchant sorcier qui a ramené le Seigneur des Ténèbres dans ce monde, envisage de ressusciter Angmin avec cette sorcière inconnue. Nos héros, après tant de marches, arrivent enfin chez les Ors. Immédiatement, ils entendent un grand cri et se mettent rapidement à la recherche. En voyant l'origine du son, ils trouvent deux Ors combattant plusieurs morts vivants. Décidant d'aider, Kazel va de l'avant en sauvant l'un d'entre eux. Juste derrière, Cléo prépare un énorme sort de feu et brûle tous les orques morts vivants. Après la bataille, les garçons sont prêts à parler. L'un d'eux s'appelle Kola, c'est un chaman ORC, l'autre est son apprenti appelé Dal. Kola dit qu'elle attendait Kazel, elle a vu l'arrivée des humains grâce à un rêve prophétique qu'elle a fait il y a quelques jours. Ces mêmes humains, selon le chaman, c'est censé apporter de l'espoir à tout le monde. Lorsqu'ils expliquent qu'ils sont venus après Ayatollah pour briser le sceau de l'épée sacrée, Dal, un peu en colère, dit que le chef Ayatollah est mort, le chef actuel s'appelle Sig. Bien qu'il ne soit pas Ayatollah, le chef Sig doit savoir comment retirer le sceau de l'épée. Cependant, il est interdit aux humains d'entrer sur les terres orques car ils sont soupçonnés de conspiration avec des démons. Lorsqu'ils demandent pourquoi, le Kola révèle qu'un sorcier est apparu dans leur vallée. Au même moment, plusieurs de leurs compagnons commencèrent à disparaître et à revenir sous la forme de morts vivants. Ce qui fut certainement toute l'œuvre de ce sorcier. Au final, cela ne change rien à ce que Kazel doit faire, alors il demande à pouvoir voir Sig. Kola accepte de l'escorter jusqu'au chef ORC, mais ses amis doivent rester sur place pour éviter de provoquer trop de bruit. En étant face à face avec Sig, Kazel parle déjà et essaie de savoir si le chef orc sait comment retirer le sceau de l'épée sacrée. Cependant, Sig veut la preuve que le garçon est bien l'héritier de cette arme, mais il veut le découvrir en le battant. Kazel veut éviter les conflits, alors après avoir discuté pendant un moment, il parvient à prouver qu'il mérite au moins quelques informations sur l'épée sacrée. Selon Sig, l'Ayatollah a déclaré que si quelqu'un prétendant être l'héritier de la sainte épée apparaissait, cette personne devait être emmenée au Saint Sanctuaire. Apparemment, l'ancien chef orc y a laissé quelque chose pour l'héritier. Ce sanctuaire est le lieu où sont consacrés les esprits ancestraux des Ors, et il teste ceux qui les visitent. Pendant ce temps, d'autres Ors apparaissent disant qu'ils ont capturé des humains qui ont profané certains symboles sacrés. Il s'agit évidemment des coéquipiers de Kazel. Et visiblement celle qui a causé le malheur c'était Cléo. Sig décide que les humains capturés seront retenus en otage. Si Kazel échoue au test spirituel, ils seront tous tués. Par conséquent, Kalua le guide vers le sanctuaire sacré, lui disant qu'à l'intérieur de Kazel il faut trouver un hôtel où le test sera appliqué. Seul l'élu doit entrer, donc le chaman reste dehors. Lorsqu'il s'approche enfin de l'hôtel, Kazel entend une voix résonner dans sa tête, avant d'être placé en transe, ce qui le laisse dans un monde illusoire de l'époque où il était encore enfant. Dans ce monde, sa mère est toujours vivante et en bonne santé, alors que notre protagoniste ne semble pas tellement, car il a oublié la plupart de ses souvenirs, ne laissant que ceux de son enfance. Le petit Kazel apprécie vraiment le temps qu'il passe avec sa mère, ne la lâche jamais une seule seconde. Quelque chose semble étrange, en s'endormant et en se réveillant le lendemain. Tout le cycle semble se répéter. Le petit Kazel se rend compte que quelque chose ne va pas, mais sa fausse mère le convainc du contraire. Cependant, cela ne fonctionne pas. À un moment donné, le garçon se souvient de la mort de sa mère et revient à sa forme normale. Pourtant, l'illusion Carlette essaie de faire rester son fils dans ce monde, mais Kazel a un devoir à remplir. Il ne veut pas laisser plus de gens mourir aux mains des démons. Même s'il est difficile de savoir qu'il ne reverra jamais la mère qu'il aime tant, Kazel fait un effort pour quitter ce monde faux mais chaleureux. En partant, il tombe sur une illusion d'Ayatollah le félicitant d'avoir réussi le test. L'ancien chef orc lui donne le talisman qui prouve sa crédibilité en tant qu'héritier de
la sainte épée. De retour au village avec Kola et le talisman, Sig enlève le sceau de l'épée sacrée. Rien ne semble changer à Kazel, mais Sig, de son côté, est devenu trop ami, affirmant qu'il se battra à ses côtés lorsque viendra le temps d'affronter le Seigneur des Ténèbres, souhaitant bonne chance pour la suite du voyage du héros. Cependant, avant toute chose, le sorcier Malduc apparaît depuis l'importail, affirmant qu'il a ressenti l'énergie de la sainte épée près de cette région. Il fait une blague devant le général et rapidement avec le chef ORC, qui est d'ailleurs venu le premier. Kazel et ses amis partent combattre le sorcier et défendre les hommes. Mais l'homme est très fort, mais quand Kazel lui coupe une petite partie des cheveux avec son épée, Malduc devient fou et tire un énorme rayon vers l'avant. La plupart des gens parviennent à bien esquiver, mais Frey était directement sur la trajectoire de collision avec la magie du sorcier, ce qui l'a laissé très blessé et l'a fait s'évanouir. Kazel se met très en colère et va battre Malduc sans se soucier de rien. Ressemblant à quelqu'un d'autre, Kazel jette le sorcier contre le sol et invoque d'une manière ou d'une autre un pouvoir sacré, provoquant au passage une énorme explosion. Malduc parvient à s'échapper au loin, là où l'œil ne peut pas voir. Notre protagoniste s'évanouit sous l'impact de l'explosion, ses compagnons vont l'aider, mais l'épisode se termine ici.